Bonjour à tous et bienvenue dans Camel sans filtre. Aujourd'hui, dans ce podcast, on parlera de transformation digitale, cybersécurité, industrie 4.0 et des décisions stratégiques qui impactent des groupes internationaux. On reçoit Laurent Couturier, CIO du groupe Armacel, qui a été élu également CIO of the Year. On va parler du rôle de CIO dans un environnement industriel mondial, la gestion d'une crise, de convergence IoT, OT, mais on parlera aussi de l'homme derrière le rôle. Parce que derrière un CIO, exposé à la pression permanente, il y a aussi des passions, une hobby, une manière de déconnecter pour garder l'équilibre. Si ce format vous plaît, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Instagram, TikTok et sur toutes les plateformes d'écoute. Where sustainability and social welfare are at the core of our concerns, where technological leading. Bonjour Laurent, Bonjour, comment ça va? ça va et toi Kamel? Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Je vois ton nouveau style avec ta moustache. On n'est pas en novembre pourtant. Ben non, mais c'est mon nouveau look. Merci d'être là. Franchement, je suis ravi. Ça fait quand même pas mal d'années que tu fais partie de l'écosystème. Ouais. Tu as été élu CIO de l'année en 2024. Ouais, Tu es CIO d'Armacel. ouais. Et je ne te reçois qu'aujourd'hui. C'est normal parce que les podcasts Camel sans filtre ont commencé il y a que quelques mois. Mais merci d'être là, ça me fait très Avec plaisir. Tu connais la règle ou pas? La carte joker. La carte joker, ouais, il y a une carte. Oui, je Voilà, connais. Il y a voilà. une carte joker et Voilà. je peux m'en servir une dizaine de fois à peu près. Non, qu'une seule fois. Pardon, qu'une seule fois. Que deux fois, tu as dit? Non, qu'une seule fois. Qu'une seule Qu'une fois. seule fois. Et tu peux t'en servir et dire, écoute, je ne veux pas ou je ne peux pas répondre à cette question. Et il y a très très peu de gens qui l'utilisent. Donc c'est parce que je dis toujours, c'est que je suis pas assez méchant, assez incisif, j'en sais rien. Mais on va essayer de l'être cette fois. Ok. Ah bah sympa. Donc nul, Laurent, bonjour. on va commencer par la question habituelle. Hein. Mhm. Comment tu pourrais décrire ton métier de CIO à quelqu'un qui n'y connaît rien? D'accord. Donc CIO, ça veut dire Chief Information Officer. C'est en lien avec toutes les technologies de l'information, évidemment. Ça veut dire que pour expliquer ça dans des termes pas techniques, de toute façon, je ne saurais pas faire, mais il n'y a pas vraiment, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de technique quand tu es CIO, mais tu es vraiment un manager. Donc, tu manages les gens d'abord, tu manages des projets, enfin, tu manages un portefeuille de projets, tu gères un portefeuille de projets, mais surtout, et ça, j'ai fait l'exercice avec mon équipe, on a une mission. En gros, nous, on est un facilitateur pour le reste de notre business. Ce n'est pas nous qui faisons gagner de l'argent à l'entreprise, c'est les gens qui fabriquent les produits, c'est les gens qui vendent les produits. Donc, nous, notre rôle, c'est d'amener du support ou des outils pour que ces gens-là arrivent à être plus productifs, à être plus en lien avec leurs clients. Et donc, moi, en tant que CIO, en plus dans l'industrie, hein, moi, chez Kao Luxembourg, il y a beaucoup de finance et de tech, et on est quelques-uns à faire de l'industrie. Et dans mon industrie, c'est ça, quoi. C'est vraiment très concret. C'est du produit. On fait des mousses isolantes et aussi des mousses structurantes. Alors, les mousses isolantes, c'est ce qu'on met autour des tuyaux pour isoler les tuyaux. Donc, on va isoler tout ce qui est plomberie, air conditionné. Et puis, les mousses structurantes, qui est une petite partie du business, mais on a une usine pas loin en Belgique, c'est des mousses dures, pour le coup, qu'on peut mettre, par exemple, dans les pales d'éoliennes. C'est un gros marché pour nous. Et donc, c'est produit au Luxembourg? Non. Vous faites de la production? Non, c'est la question qu'on me pose souvent Ouais. et j'ai un peu honte de répondre en disant bah non, nous au Luxembourg on compte les sous et on fabrique ailleurs. On fabrique dans 24 ou 25 usines différentes dans une quinzaine de pays à peu près. Europe avec Belgique, Espagne, Allemagne. Notre plus gros site est en Allemagne. Qui est le site d'où est partie l'entreprise à la base. Et on fabrique après aux États-Unis, au Canada et au Brésil. Et on fabrique en Asie, en Chine. On a 3 usines en Chine, une en Corée, 2 en Inde, et il doit m'en manquer une ou deux. Mais voilà, on est vraiment présent globalement. Et c'est chouette parce que du coup, tu peux un peu voyager. Mais ce qui n'est pas chouette dans mon métier, c'est qu'on est une petite grande entreprise. On est 3400, mais dans tellement de pays qu'à la fin, je n'ai pas un site de 1000 personnes ou de 500 personnes. Je crois que le site allemand, il fait pas loin de 500 personnes, mais après, on descend très vite à 100, 120 personnes.
Et après, ça descend très vite encore plus bas. Donc, en termes de technologie, de tout ce qui est réseau informatique et système, eh ben, c'est difficile pour notre taille. Moi, j'ai 12 personnes qui travaillent pour moi. Je ne peux pas en mettre un dans chaque site. Même si tu dis, mais oui, mais 72 divisé par 24, mais si je peux. Mais non, ça ne marche pas comme ça. J'ai des gens qui font du SAP, des gens qui font de l'infrastructure. Et donc, c'est difficile parfois de réussir à amener du service à tout le monde avec une équipe de cette taille-là. Mais l'équipe, proportionnellement, est dans le benchmark, si tu veux. Et donc, tu fais l'IT de toute l'activité et de toutes les usines dans le monde. Et toutes les usines, tous les bureaux. Alors, c'est un sujet aussi, parce que tu parles d'usine, il y a l'IT, l'Information Technology, mais dans une usine, on parle plutôt d'OT, Operational Technology. Donc, en français, on voit moins la distinction parce qu'on parle d'informatique et d'informatique industrielle. Mais à la base, au départ, j'ai envie de dire, c'est deux mondes un peu différents parce qu'ils sont chacun de leur côté à faire les outils. Mais maintenant, avec le cloud, avec tout ce qui est partage de réseau, etc., c'est deux mondes qui se rejoignent. Moi, je pourrais très bien dire, bah non, je m'occupe de technologie de l'information, là où l'OT s'occupe plutôt de faire fonctionner les machines, d'accord, de piloter les machines, mais on récupère de plus en plus de data. En fait, c'est plutôt l'OT qui évolue vers l'IT, parce que c'est la récupération de données, l'exploitation des données, et donc il demande à l'IT d'aider de plus en plus. Et c'est là où ça devient, pour le dire poliment, le capharnaüm, parce que nous, on a tendance à essayer de mettre en place des choses très bordées, très carrées, surtout maintenant avec les problèmes de cybersécurité. Alors que les ingénieurs, quand ils mettent un PC ou un truc dans l'usine, ils tirent un câble réseau comme si c'était un câble électrique. Et voilà, donc nous, on arrive là-dedans, on s'arrache les cheveux. Et voilà, c'est un peu la difficulté de ce métier-là. On va revenir. Ce qui est bien avec toi, c'est que je te lance moi, sur non, un mais truc. pose pas de questions. Je vais me débrouiller tout seul. Donc, on va revenir après comment tu es devenu CIO. Hein. Ouais. Mais avant ça, quel était ton premier job quand tu étais jeune? Alors, Job été, hein. Ouais, mon job, tout premier job. Et puis, j'ai très bons souvenirs. J'aime garder des contacts. C'était un job d'été. J'avais 16 ans, hein, donc pile poil l'âge pour faire un job d'été. Et j'ai travaillé dans une régie, chez un administrateur de biens. Donc, quand tu as une propriété à faire gérer, à louer, à mettre en location. Et je travaillais au service des baux. Est-ce que tu sais ce que c'est le service des baux? Pas du tout, mais tu vas me le dire. Eh bien, écoute, c'est là où on embauche que des beaux mecs. Donc, c'est le service des baux. Donc, moi, forcément, j'y étais. Non, c'est ce jour-là que j'ai appris que le pluriel d'un bail, c'est des baux. Ah oui, mais des baux, oui, c'est des baux. Mais moi, je ne savais pas non beaux plus. mobiliers. Tu Mais signes moi, je toujours savais qu'un bail à la fois. Je savais ce que c'est des baux, mais gérer... Bah, je le savais pas qu'il y avait service- des boîtes qui faisaient uniquement ça. Oui, les syndics. Alors, les syndics Ah, de les syndics. copropriété, Oui. ils ont souvent un service de gestion des baux. Ok. Voilà. Et moi, j'ai travaillé dans ce service-là, à Lyon, pistonné, puisque ma tante travaillait dans cette boîte, elle avait un poste de gestion de copropriété, et on m'a mis dans le service des baux, où je connaissais personne, où il n'y avait que des femmes. Et alors, c'était rigolo, parce qu'il n'y en avait pas deux pareils. Donc, j'ai trouvé ça vachement intéressant de voir celle qui était très propre sur elle, avec les gants, les machins, l'autre qui était un peu faux-folle, la roqueuse, etc. Donc, je m'entendais avec toutes, et il y avait une super ambiance. Et j'avais mis en place, pour la petite anecdote, j'étais gourmand, je suis toujours gourmand, je pense que ça se voit. J'avais mis en place une cagnotte, et je faisais le tour des filles pour récupérer de l'argent. Et après, j'allais au Grand Bazar, qui était pas très loin, sur la rue de la République à Lyon, et j'allais acheter des bonbons. Et je me faisais... Et toutes les semaines, Et les bonbons, c'était pour tout le monde, j'espère. C'est pour tout le monde, c'est Ouais, pour tout le ouais. monde, c'est pas pour moi. Mais enfin, quand c'est moi qui, si tu veux, peut-être moi. Et toi, tu mettais pas d'argent dedans? Ah si, Ah, tu mettais pas quand beaucoup, même. Ouais. pas beaucoup, mais j'en mettais. Mais c'était marrant, non, mais il y avait bonne ambiance. On faisait aussi des petites fêtes après, et puis par la suite, je l'ai refait 2 ans plus tard, et je suis encore en contact avec une de ces personnes-là qui est devenue une amie très chère. Et c'était fun, c'était Donc, sympa. c'était à Lyon, mais tu es originaire de Toulon. Toulon. Et donc, tu étais parti... Ma tante vivait à Lyon, cherchait un boulot d'été. Ma mère était à Lyon aussi, déjà. Pour comprendre l'histoire, c'est que mes parents sont divorcés et mon père à Toulon, ma mère est partie à Lyon. Donc, de temps en temps, j'allais à Lyon pour voir ma mère. Voilà.
Donc, tu es resté là-bas, tu as fait ton job d'été. Pour l'été, ouais. Et qu'est-ce que tu as fait de ton premier salaire? Alors, c'est facile parce que c'est pour ça que j'ai bossé d'ailleurs. Je Ah. pense que je suis pas sûr que j'aurais bossé si j'avais pas eu une raison. Mais en fait, j'ai utilisé cet argent-là pour l'été suivant partir aux États-Unis. Et je suis parti dans le Michigan. En fait, ma mère à Lyon avait une voisine américaine qui était originaire du Michigan, d'un endroit qui s'appelle Gladwin. C'est un bled, c'est le coin perdu de l'Amérique. Et elle avait proposé à ma mère d'y voyager. Ma mère a dit, mais emmène mon fils, ça lui plairait. Et donc, j'ai travaillé pour me payer le billet d'avion et aller là-bas. Et donc ça, c'était étant jeune. Après, tu as fait quoi comme étude? J'ai fait, d'abord, j'ai fait la fac, j'ai fait maths physique à la fac. Et ensuite, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en système industriel. Parce que je voulais un truc concret. J'adorais les maths, mais je me suis dit non, je vais passer toute ma vie dans un bureau. Finalement, j'ai passé toute ma vie dans un bureau, plus ou moins, mais je suis passé à l'ingénierie. J'ai jamais vraiment travaillé comme ingénieur. Et un peu plus tard, après avoir commencé à bosser, je suis retourné et j'ai fait un MBA, pour le dire avec l'accent, Master of Business Administration, où j'ai pris plutôt des options. Alors, j'avais pris des options, une option sur la comptabilité internationale, parce que j'étais aux États-Unis quand je l'ai fait. Donc, il fallait que j'ai un peu des notions, si je rentrais en France après, de comment la compta fonctionnait ailleurs qu'aux États-Unis. Et aussi option gestion de portefeuille d'investissement. Et après, tu as fait quoi? Donc, tu fais ton MBA, tu travaillais en parallèle ou pas pendant ton Alors, MBA? Généralement, on le fait après avoir déjà travaillé un petit peu. ouais, c'est mieux parce que du coup, enfin, moi, j'avais 2-3 personnes. Là, quand je l'ai fait, c'était un MBA pour ça. Il y avait quand même 2-3 personnes qui n'avaient pas d'expérience et ça se voyait quand même. Mais je l'ai fait après mon master. En fait, j'ai fini mon diplôme d'ingénieur aux États-Unis. Mon diplôme d'ingénieur, je l'ai fait à Polytech Lyon. À l'époque, ça avait un autre nom, maintenant ça s'appelle Polytech Lyon. Je l'ai fini en faisant une année d'échange à Oregon State University, où j'ai rencontré un professeur qui était en école d'ingénierie, mais qui travaillait surtout sur les sujets de performance management, donc vraiment de management, et qui faisait du parce que les profs là-bas, ils bossent en même temps, d'ailleurs, ils doivent même ils sont censés amener des bourses ou de l'argent à l'université pour laquelle ils travaillent. Et donc, elle m'avait trouvé que je faisais du bon boulot dans sa classe, et elle m'a proposé d'aller travailler avec elle. Donc, j'étais à Oregon State University, qui était dans une petite ville où il n'y avait que ça. Enfin, c'est rigolo, ces villes universitaires, tu as 80% de la population, c'est des étudiants, et 20 les autres pourcents, c'est les profs. Et puis, je suis donc monté à Portland dans l'Oregon. Et j'ai commencé à travailler pour elle dans le conseil en excellence opérationnelle. Donc, tu étais devenu consultant Je suis devenu consultant junior, voilà, et j'ai commencé à bosser. Et il se trouve que ce qui rendait beaucoup mes copains jaloux dans le MBA, c'est que le MBA qui était de Portland State University avait délocalisé les cours pour justement, parce que ça s'appelait pas un executive MBA, mais c'était vraiment pour les gens qui bossaient déjà, dans le même bâtiment où je travaillais. Ah ouais, donc, si tu veux, ceux qui se tapaient une demi-heure, 1 heure pour venir en cours, moi j'étais là, oh, il est -2, je vais y aller. Voilà. Et après, tu as voyagé un petit peu? T'as été, Oui, j'ai beaucoup voyagé. C'est vrai que les États-Unis, quand j'avais 17 ans, c'était mon premier voyage où j'ai appris plein de choses. Et puis après, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai appris plein de choses. J'ai compris l'expression les voyages forment la jeunesse. C'est là où tu te rends compte qu'on n'est pas trop mal en Europe, je veux dire, comparé aux États-Unis. Mais oui, j'ai pas mal voyagé. J'ai voyagé pour le boulot. J'ai fait une mission au Nigeria. Donc, tu étais consultant? Consultant à l'époque, ouais. Là, j'étais consultant en France. C'était une boîte en France qui t'avait envoyé au Nigeria? Ouais, exactement. Et c'est comment? Tu devais faire quoi au Nigeria? Eh bien, en fait, je travaillais pour un client français, on pourrait presque le nommer, puisque c'est une exploitation de pétrole. Total. Et j'étais sur une plateforme, là aussi, je ne connaissais pas l'expression à l'époque, onshore. Okay. Les offshore sont dans la mer, mais les onshore sont dans la terre. Et mon job, c'était justement d'essayer de les aider à trouver des moyens d'améliorer la productivité. J'ai souvent fait ça et c'est toujours étonnant. Et en fait, c'est mon métier, c'est mon vrai métier. C'est l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire définir ce qu'on veut accomplir, comment on va y arriver, qu'est-ce qu'on met comme indicateur clé
poursuivre, qu'est-ce qu'on doit mettre comme plan d'action. Et ces choses-là qui moi, me paraissent toujours basiques, mais j'ai commencé ma carrière avec ça. Je suis toujours étonné quand je vais dans une boîte et que je vois que ça n'existe pas ou que c'est pas bien compris, etc. Tout ce qui est KPI et tout ça. Exactement. Et quand je suis allé au Nigeria, c'était comme ça qu'on y arrivait. Et puis, alors, un bon exemple de KPI, c'est c'était très obsédé par la production de pétrole. Donc, mais il faut savoir, quand tu extrais du pétrole, tu extrais de l'huile, le pétrole, mais aussi de l'eau, qui est polluée par définition, et du gaz, qu'autrefois on brûlait, mais que maintenant, ça ramène, on ne brûle plus. Tu sais, ce qu'on appelle les flares dans les films, tu vois le truc qui brûle, ça c'est le gaz dont on se dit on n'en a rien à faire, beaucoup est encore brûlé. D'ailleurs, quand tu arrives au Nigeria, la nuit, c'était... Tu voyais les... mais c'est parce que tu arrives en avion à Port Harcourt, qui est la capitale de l'État qui est côtier et où tu as beaucoup de pétrole. Tu arrives de France, admettons que c'est l'hiver, donc il fait un peu froid. Tu atterris, tu sors de l'avion, tu es sur le tarmac. C'est minuit, il fait 35 degrés, donc tu as chaud complètement. Il y a très peu de lumière autour parce que ils n'ont pas beaucoup d'électricité, malheureusement. Et tu vois plein de flares autour, donc plein de flammes autour. Et là, tu dis, mais peut-être qu'on s'est craché, que je suis arrivé en enfer, parce qu'il y a des flammes, il fait chaud, c'est quoi ce bordel? Et en gros, c'est vachement... Moi, j'aime bien ce genre d'expérience, quoi. Et oui, et au Nigeria, donc, pardon, je suis parti un peu de travers, mais les gars étaient très obsédés par la production d'huile, de pétrole, alors qu'en fait, leur goulot d'étranglement, c'est que l'eau, ils la sortent de terre, et donc ce qu'ils font après, c'est qu'ils la remettent là ils l'ont pris, tu vois. Et c'était ça leur goulot d'étranglement. Donc on a mis des KPI sur les goulots d'étranglement en disant il faut trouver des moyens pour accélérer la réinjection d'eau. Je sais que ça peut paraître basique, mais un KPI, explique-nous ce que c'est. Merci, non, mais c'est une bonne question. Et c'est un KPI, c'est un terme anglais qui veut dire Key Performance Indicator, donc indicateur de performance clé. Et pourquoi j'insiste sur le mot clé? Parce que je rigole toujours quand je demande aux gens, mais vous avez des KPI? Et qu'on me répond, ouais, on en a des centaines. Je dis, si vous en avez des centaines, ce n'est pas des KPI. Quand c'est clé, vous en avez 5 ou 6. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des centaines d'indicateurs, mais 5 ou 6, c'est ceux qui doivent définir la performance de ton usine. J'ai fait une mission chez un fabricant de pneus, Michelin, et dans une usine où on a mis justement des indicateurs clés. Il y en avait et par catégorie, parce que tu as la sécurité d'abord, l'environnement, la qualité, etc. C'est assez basique en fait. Et grâce à ça, et aussi des plans d'action très importants, des points, ce qu'on appelle des points réguliers. Alors ça peut être quotidien ou par équipe, ou voilà. Et l'usine a amélioré, on a mis ça en place, ça a pris 5-6 mois. Et dans l'année qui a suivi, ils ont fait plus 11% de productivité. C'est ça qui te fait vibrer ça, j'adore. Ça, c'est un kiff. Ça, c'est un kiff parce que tu mets en place. Mais en plus de ça, c'est que non seulement tu as ces résultats-là qui sont concrets, mais tu le vois chez les gens aussi. Parce qu'on ne parle pas de contraintes. Il y en a qui, oh là là, il faut encore remplir les KPI, les machins. Non, parce que c'est l'animation qui est importante. Souvent, c'est ça qui pêche. J'ai déjà vu des gens à qui je dis, bon, vous avez des plans d'action? Ouais, on a un plan d'action. Il est où? Il est là. Je te regarde, mais je dis, mais il n'y a pas de commentaire. Oui, vous le revoyez à quelle fréquence? Non, il faut le revoir. Et ouais, parce que c'est ça la force du truc, c'est d'animer ton indicateur, dire là on est bon, ça va, là on n'est pas bon, qu'est-ce qui se passe, comment on trouve comme solution. Et les gens, il y a aussi le fait de documenter ça sur des plans d'action, ils voient que les choses bougent ou que les choses ne bougent pas, mais du coup, et c'est bien parce qu'ils ne se courent pas les uns après les autres, il y a moins de charge mentale. Quand tu mets ça en process et que ton process tourne bien, tu es plus tranquille, quoi. Et du coup, c'est plus motivant et du coup, tu améliores ta productivité. Tu as tout amélioré, après ta mission est finie et tu pars. Ouais. Non, ouais, c'est ça. Alors ça, c'était un truc en tant que consultant. Au bout d'un moment, je me disais, mais c'est déprimant. Tu fais venir au monde un bébé, puis après, tu le donnes à quelqu'un d'autre et tu t'en vas. Tu as fait ça au Nigeria, après j'ai fait ça un peu partout. Je suis allé en Suède aussi. J'ai fait
une mission en Suède juste après le Nigeria. Bonjour les changements de différence. température. Même style. Enfin non, là c'était aussi de la conduite du changement, mais dans le sens humain. Ah, d'ailleurs, je vais m'arrêter sur le thème de la conduite du changement parce que c'est vrai que dans l'IT, on trouve pas mal d'entreprises qui te parlent de oui, nous, on fait la conduite du changement. Pour moi, qui viens du monde de l'excellence opérationnelle, la conduite du changement, c'est travailler avec l'humain et les faire changer de façon de travailler, etc. Mais souvent, la conduite du changement dans le monde de change management en anglais, alors je ne sais pas si. Voilà, change management, c'est on a un système, on va mettre un autre système, mais on va conduire le changement de système. Et je vois que j'ai vu ça souvent, les clients et les prestataires s'engueuler en disant mais vous n'avez pas fait la conduite du changement. Parce que pour eux, le business, c'est quoi la conduite du changement? C'est former les utilisateurs, c'est leur expliquer comment ça fonctionne et tout. Et là, il y a une incompréhension. Donc c'est un truc auquel il faut faire gaffe quand on bosse dans la technique. Donc ça, c'est Suède. Ouais, la Suède. J'ai tout fait dans le désordre par contre. Ouais. Comment tu as atterri au Luxembourg? À quel moment? Alors, c'est mon... Tu étais consultant indépendant? C'est mon deuxième atterrissage au Luxembourg, en fait. Le premier, ça, je ne sais pas si je te l'avais déjà dit, mais la première fois que je suis venu ici, c'était devait être en 2010, où je travaillais pour un fabricant de revêtements de sol. Tarkett. Ouais, c'est les seuls, c'est les plus connus. C'est vrai. Voilà, et au nord de Luxembourg, donc à Clairvaux, il y a une usine de PVC. Et ils sont très avancés technologiquement à Tarkett. Ils faisaient des choses, des moquettes connectées, etc. Ils ont toujours essayé ça fait partie c'est le genre de truc où c'est de la commodité, donc tu l'achètes en volume, mais finalement, on essaye de montrer qu'on est capable de faire des choses techniquement. Y compris sur les couleurs. Alors c'est rigolo parce qu'on était capable en PVC de te faire toutes les couleurs que tu voulais, mais à la fin de la journée, les gens ils achètent du bleu, du gris et du beige. Mais l'architecte qui fait un truc où oui évidemment il va utiliser du bleu, du beige dans l'hôpital qu'il dessine, et il va se faire un petit plaisir dans le hall d'entrée, puis il va mettre des couleurs un peu sympas, quoi. Donc voilà. Donc c'est comme ça que je suis arrivé la première fois au Luxembourg, où j'étais en fait à Paris et je travaillais pour Tarkett déjà. Et j'ai dit, je veux changer, je veux bouger. Et à l'époque, je faisais de l'IT. C'était mon premier budget IT. Tu me diras si tu veux que je te refasse tout dans l'ordre. Mais, bon. mais quand je suis... à un moment, j'en avais un petit peu marre et j'ai demandé à le président de la division Western Europe quitter l'entreprise. Et puis, je suis allé le voir en disant, bon, t'as pas des conseils. Je m'entendais bien avec lui. T'as pas des conseils à me donner. Il me dit, mais il y a un job là au Luxembourg, directeur supply chain. Je te verrais bien faire ça. Vas-y. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivé la première fois. Et ensuite, donc je suis resté 2 ans et demi. C'était compliqué, dur et fun en même temps. Et j'ai rencontré des gens formidables je suis allé vivre à Bastogne. Et franchement, tu faisais l'aller-retour à Bastogne, Luxembourg. Ouais, parce que Bastogne-Clairvaux, c'est 30 minutes. Oui. Alors que si j'avais fait Clairvaux-Luxembourgville, j'en avais pour 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Donc, ça faisait du sens, quoi. Puis vivre à Clairvaux, bon, bref, c'est un gentil petit village, mais il ne se passe pas grand-chose. Bastogne, c'est pas la fête, mais c'est très sympa, quoi. Et Clairvaux, c'est très sympa aussi. Hein. Mais oui, à mon époque. À ton époque, ouais. Aujourd'hui, je pense que ça va plus animé. C'est possible, ouais. mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Il y avait un restaurant italien qu'on a bien fait marcher. Et voilà, d'ailleurs, quand je suis parti, petite anecdote, mon chef, patron de l'usine avec qui je m'entendais bien, a décidé de faire une petite fête pour mon départ dans cet hôtel. Et je pense qu'on peut le dire maintenant parce qu'il y a prescription. Mais il s'est lâché, quoi, parce qu'on a fait un apéro avec open bar, après on a dîné, après on a fait une soirée open bar et petits apéritifs et tout ce que tu voulais. Et tous les gens, donc il y avait peut-être 40-50 personnes, tu vois, invités, et ceux qui ne voulaient pas rentrer chez eux pouvaient dormir à l'hôtel. Et après, je me suis dit, ah non, mais en fait, il en avait vraiment marre de moi, donc il était très content de me voir partir. Il a mis les moyens. Voilà. Donc après, première expérience, entre-temps, tu t'en vas? Entre-temps, je m'en vais, je rentre à Paris, je me lance à mon propre compte. Je fais du conseil, je travaille avec plein de gens que je connais. Et puis, j'arrive au Luxembourg parce que je fais ces missions. Ça commence à tourner pas trop mal. Et puis, je reçois un appel du PDG de Armacel
la vie n'est pas faite de hasard. C'est la même personne c'était lui le président de la division Western Europe de Tarkett qui m'avait envoyé au Luxembourg la première fois. Et il m'appelle, il me dit voilà, j'ai un souci. On a. Je savais qu'il était PDG d'Armacel et il me dit écoute, je veux lancer des projets IT. J'ai pas de CIO, mais je veux pas attendre. J'essaye d'en recruter un. Je veux pas attendre. Toi qui es bon en gestion de projet, viens m'aider à démarrer les projets. Ok, voilà. Donc on se met d'accord sur les conditions et puis je viens au Luxembourg pour commencer ces projets-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bosser chez Armacel en fait en tant que freelance qui faisait de la gestion de projet. Et un des sujets sur lesquels je devais travailler, c'était la structure de l'organisation IT. Mais quand tu travailles sur le design, alors qu'est-ce qui est mieux en termes d'équipe, etc. Au bout d'un moment, il n'y a pas de CIO, il n'y a pas de chef. Je commence tu vois, à travailler de façon très proche avec les gens. Mon boss me dit ouais, tu sais, ça m'arrangerait si tu commences à gérer l'équipe SAP, puis moi je m'occupe de l'autre équipe infra, alors qu'il est PDG. Je dis mais moi qui suis volontaire, j'ai dit mais en plus je pense pas que ça fasse du sens de les séparer, donc si tu veux je m'occupe des deux. Et je suis devenu acting CIO de cette façon-là, mais on n'a même pas mentionné le mot acting CIO, c'est juste que je l'ai fait quoi. J'ai managé l'équipe. Et vous deviez rechercher un nouveau CIO. Il était en train de chercher un nouveau CIO, il a rencontré des gens, ça n'a pas fité. Et donc, il a fini par se dire que je m'emmerde, j'en ai un là. Donc, il m'a proposé, j'ai bien rappelé, c'est pas mon métier de base, la technique. Il m'a dit ouais, mais je préfère quelqu'un qui vient du business. Et c'est vrai que, et j'aurais dû mentionner ça au début, une partie de mon métier, c'est traducteur. C'est traduire ce que veut le métier à mes gars qui sont des techos et inversement, ce que j'étais capable de faire. Comme j'ai dit, j'avais un peu travaillé dans l'IT avant et puis j'ai un diplôme d'ingénieur et puis c'est un peu, ça fait partie de mes qualités. Et donc, je suis resté. Et il a eu du mal à te convaincre ou ça a été vite ? Non, il a eu du mal à me convaincre. J'ai mis un peu de temps pour réfléchir parce qu'en fait, comme mon business de freelance commençait vraiment à marcher bien. Et tu avais ta liberté aussi. J'avais ma liberté. Honnêtement, aujourd'hui, quand je fais le point, parce que je suis à un âge où on fait le point, je me rends compte que le moment où j'étais le plus bien, heureux, c'est quand tu étais à ton propre compte. C'est quand j'étais à mon compte. Et je ne sais pas comment t'expliquer. Tu vas avoir une révélation maintenant, tu vas dire c'est bon, tu vas sortir d'ici, je plaque tout et je me remets à mon propre. Non, je plaque pas tout. Mais enfin, je réfléchis à mon avenir. Je peux dire, ça fait un petit moment que je me suis fait cette remarque-là. Donc tu prends officiellement ton poste à quelle date ? Tu sais à peu près ? Tu te souviens ? Officiellement, mon contrat démarrait le 1er janvier 2021. Ok. Et il s'est passé un truc assez... Il s'est passé un truc, ouais. Il s'est passé un truc à la fois pas cool, mais qui a beaucoup aidé à la fin. Alors explique-nous. Donc l'histoire que beaucoup de gens commencent à connaître au Luxembourg, c'est que donc tu me demandais s'il avait mis du temps à me convaincre. Et en fait, j'avais quand même dit, écoute, je réfléchis, je suis pas sûr, c'est pas ce que j'avais en tête. Je voulais continuer, j'aimais bien la supply chain. À l'époque, je faisais plutôt des missions de manager de transition en supply chain. C'était un gros kiff. Puis j'avais ma liberté, comme tu dis. Et puis je réfléchis, je me dis quand même, et tout. Et puis bon, je ne vais pas vous la faire à l'envers. C'était un beau salaire, quoi. Donc j'ai fini par être convaincu. Et un jeudi soir, je pourrais même te dire que c'était un 10 décembre 2020, c'est des trucs qui restent en tête, j'ai envoyé un petit mot et j'ai mis... Copie la DRH, Patrick, je te remercie pour ton offre, j'accepte. Il m'envoie le contrat. Et le samedi matin, 12 décembre, je reçois un coup de fil vers 9h du matin. C'est le manager de l'infrastructure. Je me dis, bon, qu'est-ce qu'il me veut, c'est samedi matin. Je décroche et le gars me dit, je crois on subit une cyberattaque parce que j'ai plugué mon laptop sur un serveur et mon laptop est tout encrypté. Ok, d'accord, super. Donc moi, je m'apprêtais à partir en vacances, en gros, parce que les meilleures vacances. Ouais. Parce que quand tu as des vacances, quand tu quittes un job, là c'était un peu le même job, mais je veux dire,
je quittais des responsabilités pour en prendre plus tard. Tu as 2 semaines où tu te dis, ah, c'est cool, tu n'as pas de stress de boulot. Là, le mec te dit cyberattaque. Et donc, tu te retrouves dans cette situation où moi, je m'apprêtais à partir en vacances. Mon contrat se terminait la semaine suivante. J'étais content. Et effectivement, Armacell a été attaqué massivement, globalement, par des hackers qui nous ont vraiment. C'était un ransomware. Enfin, c'était un ransomware, ouais, et en plus qui était vachement. Alors, on a fait après des enquêtes forensiques, etc. Ce qui était vraiment impressionnant, c'est que c'était quand même des mecs, c'était des amateurs quelque part, parce que le point d'entrée, ils l'ont pas trouvé eux, ils l'ont acheté sur le dark web. Ça veut dire que quelqu'un s'était amusé à chercher un point d'entrée sur nos systèmes, elle l'avait trouvé et l'avait mis en vente sur le dark web. Ils ont acheté le malware, une série de malware sur le dark web, et ils s'en sont servis. Et c'est là que tu te rends compte, les gars, ils font du business. Et ils vous ont demandé une rançon. Alors, on l'a pas vu tout de suite. C'est moi en plus, qui suis pas forcément technicien, qu'au bout d'un moment, à regarder les différents fichiers cryptés, les dossiers, je me rends compte qu'il y a un fichier qui a toujours le même nom. Alors, je me souviens plus, mais le même titre. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je l'ouvre, c'est un piège ou quoi? Je l'ai ouvert, c'était un fichier texte en disant, ça y est, on vous a eu, on vous a hacké, vous aurez jamais vos données. Il faut nous payer, il faut aller. Alors, il donnait des instructions pour aller sur le dark web et pour pouvoir discuter avec eux, pour les payer, pour savoir ce qu'on allait faire. Et c'était combien? Alors, on n'aura jamais répondu. On les a ignorés, donc on ne sait pas combien ils auraient demandé, mais on sait combien ils auraient pu nous demander parce que on s'est adressé à ça, c'est le legal officer qui s'en est chargé. Il a trouvé des gens qui t'aident, si tu veux, à négocier avec des hackers et puis à te protéger, mais en premier lieu, là, pour le coup, c'était ça la priorité. Et l'un d'entre eux qu'il a interviewé, et c'est comme ça qu'on l'a su, était déjà en train de travailler, venait de travailler sur un dossier avec ces mêmes hackers-là, qui avaient demandé à un groupe américain de transport qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires. Armacell, à l'époque, c'était 750 millions. Ouais. Et eux, c'est ça qui m'éclate, c'est que les hackers ont demandé 11 millions et ils leur ont proposé 5 et ils ont accepté tout de suite. 5 millions. Et ils les ont donné 5. Ils ont donné 5. Et ça, c'est pas public, on le sait parce que je n'ai pas donné de nom, donc ça va, mais on le sait qu'ils ont donné 5. Et nous, on aurait pu être à ce niveau-là. Et on a eu beaucoup de chance, pour être honnête. D'abord parce que ce gars qui s'est branché un samedi matin sur un serveur, je veux dire, c'est pas tous les jours que le gars il va s'amuser à bosser le samedi matin. Donc si le gars il bosse pas, on est cramé. Et il a eu le réflexe qui était un bon réflexe, mais alors on en a bavé par la suite, c'est qu'il a coupé le réseau de façon mondiale. Donc, il a appelé notre fournisseur de réseau. Et on a mis tous nos systèmes par terre. On a commencé à appeler les usines. Tu as les mecs qui arrachaient. Il y en a qui arrachaient les câbles des machines parce que, si tu veux, ce qu'il faut comprendre, alors on reparle un peu du sujet de l'OT, mais dans une usine, tu as beaucoup de systèmes qui tournent sur Windows 98, Windows 2000, des vieux nanars. Et là, quand ça ne fonctionne plus, tes machines s'arrêtent, quoi. Donc, on a eu beaucoup de chance par rapport à ça. On n'a jamais parlé à nos hackers parce qu'on a eu on a très peu perdu de données. Même vous avez récupéré? Comment? Vous avez récupéré? Il y a une boîte qui est venue vous aider? Non. Alors, d'abord, on a eu du pot parce que, en fonction des régions, donc l'IT chez Armacell était très hétérogène. Donc, depuis 5 ans, mon boulot, c'est de le rendre homogène. C'est-à-dire, on est tous les mêmes firewalls, les mêmes types de serveurs, etc. On fait ça petit à petit, parce que ça coûte des ronds, mais petit à petit, on fait ça, puis on améliore les performances. Mais à l'époque, c'était très hétérogène. Donc, tu avais des pays... les US, par exemple, ils ont eu la chance que leur données de base n'aient rien parce que leur backup avait été complètement effacé. Donc, pas super les backups, mais complètement effacés. En Asie, c'était l'inverse. Ça leur avait effacé des serveurs, mais pas les backups. Donc, ils avaient le backup. On a perdu, je crois, un file server en Suisse, pardon pour nos amis suisses, et je crois en Pologne. Donc, on a perdu très peu de données. On a eu de la chance, mais par contre, on a galéré parce que, souviens-toi, les dates, c'est décembre. Moi, donc, je ne suis pas CIO déjà. Je ne travaille même pas à l'époque, je ne travaillais pas pour Armacell. D'ailleurs, on ne m'a pas demandé... moi, je devais partir en vacances. On ne m'a pas demandé est-ce que je veux bien rester. On m'a dit...
La conversation, c'est comment on fait pour te payer pendant les 15 jours où tu devais être en vacances. Ils m'ont pas dit, est-ce que tu veux bien J'ai géré la crise alors que j'étais quelque part... C'était depuis septembre que j'étais dans la boîte. Je travaillais en freelance. Et on s'est fait... Et quand tu appelles les gens à la période de Noël et dire, vous pouvez nous aider, et les gars ils te disent, nos gens, ils sont en vacances, on n'a personne. Et pourquoi ? Parce que, alors aujourd'hui, ça ne nous arrivera plus, mais les sociétés de cybersécurité, ils ont des clients qui payent régulièrement pour des services, et dans le contrat, il est prévu du support en cas de cyberattaque. Et vous n'en aviez pas. Et nous, on n'en avait que dalle. On n'avait rien. Et quand tu regardes ce qu'on dépensait en cybersécurité, c'était que des firewalls. On faisait même pas un petit truc, même, c'est ce que j'ai dit à l'infrastructure manager qui m'a dit on n'avait pas de budget. Je lui ai dit, c'est pas vrai, moi j'ai trouvé une ligne de budget pour 20 000 euros, c'est pas beaucoup, mais avec 20 000 euros, tu peux faire un test de pénétration et montrer que on est vraiment... voilà. Et ça a changé ta manière de... Alors oui, de gérer. c'est ça que je voulais dire. C'est le truc qui est génial, c'est que c'est regrettable, mais une cyberattaque, c'est un outil de communication super dans ta boîte. Parce que du coup, après ça, quand tu demandes de l'argent pour faire de la cybersécurité, on t'embête moins, quoi. Et donc, j'ai dépensé, on a mis un gros budget derrière. On a embauché du monde, pas beaucoup, mais suffisamment pour... On a aujourd'hui un SOC, c'est-à-dire un Security Operations Center qui tourne 24 heures sur 24 et qui nous monitore. Et on rajoute, parce que effectivement les hackers ils font des progrès, donc on rajoute régulièrement des nouveaux outils, des nouvelles couches de sécurité pour se protéger. Donc ça, c'est sacrée expérience. Ouais, c'était dur. J'ai pris 6 kilos en 3 semaines, parce que je me suis nourri parce que je bossais de 6 heures du matin. Le matin, je bossais avec l'Asie, le midi avec l'Europe et le soir avec les Américains. Et comme on n'avait pas de support... Tu dormais pas, tu mangeais? Ah non, mais je mangeais, je te jure. Je mangeais que des trucs que tu pouvais manger à la vite fait, quoi. Et là, en plus, je te parle du budget, mais l'autre intérêt, c'est que j'ai vu... Là, j'ai vraiment une vision sur l'infrastructure et la cybersécurité de l'entreprise. Tout voir, directement. Là, je suis devenu et puis j'ai appris énormément. Je suis devenu un expert très vite, quoi. Et j'ai vu le bordel que c'était. J'ai vu l'hétérogénéité des systèmes, etc. L'organisation de l'équipe. C'était les pauvres, ils galéraient, mais en même temps, ils n'étaient pas très structurés. Donc voilà, j'ai appris beaucoup sur l'entreprise. Donc en 15 jours, tu as gagné des mois. Hein. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Et en cybersécurité, on a gagné énormément. Si on regarde aujourd'hui ton quotidien, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce que tu fais? Ce qui me passionne le plus, moi, c'est de coordonner et d'essayer de faire que les efforts des uns et des autres amènent des résultats. Je suis quelqu'un qui aime bien, à la fin de la journée, dire j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais quand tu es manager, je dis souvent en blaguant, quand on me demande ce que je fais, je dis moi, je fais rien, je suis chef. Mais c'est un chef, ça fait faire. Je prends... C'est une partie de mon accomplissement, ce que font mes équipes. Parce que c'est moi qui les guide, qui les aide, plus ou moins. Il y en a, ils sont plus autonomes que d'autres. Et c'est un peu ça, c'est ça mon kiff dans mon métier d'aujourd'hui. Et tu parlais, il y a un autre... chose qui différencie des autres, tu en as parlé tout à l'heure au tout début, entre l'OT et l'IT. Ouais. Comment tu travailles cette convergence de ces deux domaines? Alors, la difficulté de ça, c'est que les ingénieurs qui ont la main sur l'OT ont du mal à passer la main. C'est-à-dire que mes petits copains ingénieurs, parfois, ils installent des systèmes et puis ils m'appellent quand ça marche pas. Je dis gentiment, non, fallait m'appeler avant de les mettre en place. Ce que j'essaye de faire le plus, en fait, ce que j'ai proposé moi aux équipes, mais on est encore en train de réfléchir au sujet, c'est de dire, il y a des sujets vraiment sur lesquels il y a de la synergie pour tout le monde, pour toutes les usines. Et donc, je propose que nous, on s'occupe de ces sujets-là et qu'on amène cette synergie-là. Par exemple, on est en train de déployer, non sans difficulté, ce qu'on appelle un MES, Manufacturing Execution System, qui te sert à piloter ta production sur le terrain.
Et si tu veux accélérer, si tu veux la courbe d'apprentissage des gens dans l'usine, etc., il vaut mieux avoir un système homogène, le même pour tout le monde, pas forcément configuré pareil, mais que tout le monde ait le même système. Donc moi, je propose d'amener ça. Et l'idée aussi, c'est de trouver des voies, mais c'est vrai pour les usines, mais aussi sur les bureaux, c'est quelles sont les opportunités de digitalisation et quelle est la valeur ajoutée. Ça, j'avoue que c'est vachement intéressant, mais c'est un peu mon cheval de bataille parce que, tu vois, là, je vais publier sur notre intranet un article où j'explique en disant l'année en 2025, on a clôturé 56 projets. En général, j'ai une centaine de projets en cours à un instant T. Et j'explique qu'on a clôturé 56 projets, des petits projets, des gros projets. Hein. On a déployé SAP dans notre usine de Belgique, donc c'est un très long, très gros projet. Mais je dis un peu plus tard dans ma communication qu'on a eu quand même 66 demandes de projets. Donc j'en ai fait 56, mais on m'a demandé 66. Donc la leçon... On a fait 56 sur 66. J'en ai fait 56 et dans la même année, on m'a demandé 66. Okay. Parce que, si tu veux, il y en a qu'on m'avait demandé les années d'avant. Donc... Et j'insiste sur le fait qu'à un moment donné, il faut prioriser. Oui, on peut mettre plus de ressources, mais une entreprise, elle n'a pas des ressources illimitées. Donc, à la fin de la journée, comment on priorise? Et c'est pour ça que j'insiste. Mon boss, le PDG, m'aide beaucoup. Mais à une époque, c'est un nouveau qui est là depuis 1 an et demi, si je ne dis pas de bêtises. Mais à une époque, c'était quand même compliqué d'expliquer ça au business qui ne comprenait pas pourquoi l'IT, c'est pas magique et le lendemain matin, ça marche. Et dans les usines, c'est un peu pareil. Encore une fois, les gars, ils ont des idées, ils veulent mettre en place des outils, mais de plus en plus, ce qu'ils mettent en place, c'est de l'IT. Et donc, il y a un vrai besoin de convergence et un besoin de ces expertises-là qui deviennent un peu communes, quoi. Super. Ça, c'est ce que tu fais maintenant et ton métier. En 2024, tu as été élu, en fait en 2023, tu as été élu CAO 2024. J'ai eu un bonsaï. Voilà, et tu as eu ce bonsaï-là. Qui a grandi, qui est beau, et il a fait un bébé que j'ai mis dans le Ah oui, donc ça, c'est ce bonsaï qui... Ça, c'est celui qui était dans le pot, mais il a tellement grandi que ça, c'est le truc là, c'est le prix que, génial, le prix que vous m'avez donné. Exact. Et il a poussé, il a fait plein de trucs, donc j'en ai coupé, j'ai fait une bouture, et le petit qui est là, c'est une bouture du gros. Incroyable. Donc tu vois, je m'éclate avec mon bonsaï. Et ce Spider-Man, parce qu'on a été... Parce que vous m'avez... Je t'ai fait déguiser en Spider-Man. Tu m'as fait déguiser en Spider-Man. T'avais un super costume. C'était je dis toujours, c'était Spider-Man bedonnant qui est sorti d'une boîte de... Qu'est-ce que ce prix a représenté pour toi? Alors, je vais te dire un truc. Oui. Je n'ai jamais rien gagné de ma vie. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai gagné un truc. Mais, ok, donc tu as gagné, mais ce prix-là, en fait, tu avais fait un oral, hein, il y avait un jury, etc. Ouais. Face à toi, il y avait quand même des CIO quand même assez importants de la place. Il y avait des pointures, on va le dire. Et on dit jamais c'est qui, parce qu'on... Non, mais c'était des pointures. Et ce qui s'est passé, c'est que tu as gagné... Alors, je vais t'expliquer, moi, je vais te donner là maintenant... Oui, bien sûr. Tu étais un communicant, quoi. Tu as vendu ton truc, tu étais un vendeur, tu n'étais pas forcément un IT. Et c'est ce qui a plu. D'ailleurs, un avait dit, parmi le jury, je ne citerai pas son nom, il a dit, est-ce qu'on doit voter pour celui qui a une vision et qui explique, qui a bien vendu son truc, ou quelqu'un qui a fait par le passé des super projets, etc. Finalement, c'est la deuxième solution, parce que tu n'avais pas fait grand-chose sans être... pour pas minimiser ce que tu avais fait. Mais toi, comment tu t'es ressenti? Tu t'es pas dit... je sais pas moi, le syndrome de l'imposteur, je gagne CIO, je viens d'arriver, ça fait 2 ans entre guillemets, tu te dis, voilà, comment tu t'es senti? Par rapport à ça, j'ai pas mais tu as raison, je crois, et aujourd'hui je suis membre du jury, donc je le vois aussi dans les gens qui présentent, et c'est la question qu'on se pose entre membres du jury, c'est ce qu'on veut que ce prix représente.
Et on est une communauté au Luxembourg. Et ça, c'est quelque chose que j'ai très vite vu. Et la communauté m'a beaucoup aidé, sans parler du prix. Quand j'ai eu la cyberattaque, il y a des gens que je ne connaissais pas qui m'ont aidé, qui m'ont donné des conseils. Et moi, quand j'ai eu le prix, j'étais super heureux, super content. Et par rapport à ce que tu viens de dire, moi, je l'avais pris comme ça, si tu veux. La candidature, c'était pour moi, qu'est-ce que vous allez amener ? Et pas qu'est-ce que vous avez fait. Effectivement, je vois des présentations aujourd'hui où le gars, il nous fait une longue liste de trucs qu'il a fait, ce qu'il faut faire, parce qu'il faut comprendre d'où il vient. Mais si tu veux, ce côté, je ne sais pas si visionnaire c'est le bon terme, mais ce côté, voilà ce que je vais faire pour la communauté, je pense que c'est plus dans l'esprit de la communauté tech Luxembourg qui est très active et qui regarde vers l'avant. Pour expliquer, en fait, c'est que chaque année, TechSense, donc on a un grand gala, Oui. on élit le CIO de l'année, donc Oui. le directeur informatique de l'année, il y a un jury, etc. Et donc voilà, parce que ceux qui ne connaissent pas, voilà. On leur explique parce que et donc tu es parmi tu es ceux qui tu as gagné, donc c'était le troisième. J'ai été élu en 2024 et il faut juste expliquer qu'il y a une phase de vote qui est ouverte à tous les CIO et qu'ensuite il y a un oral avec un jury. C'est pas juste un jury. Voilà. Et Laurent Pelling et Vincent Arnal étaient précédemment. Voilà. Il y a eu Éric Mansuy et Roberto. Avec du recul, est-ce que tu te dis que ton parcours, c'était plutôt de la stratégie, de l'endurance, de la résistance ? Tout mon parcours. Tout ton parcours. J'ai jamais vraiment stratégisé. C'est plutôt de la résistance enfin, c'est peut-être pas le bon terme, mais j'ai suivi et je sais pas si j'ai pris des décisions dans ma carrière, mais j'ai plutôt été j'ai suivi quoi. J'ai pas fait de stratégie en me disant tiens si je passe par là. Justement, tu as pris des décisions dans ta carrière. Est-ce que tu as déjà fait des décisions, des mauvaises décisions ? Est-ce que tu as déjà pris des mauvaises décisions que tu regrettes ? Par rapport à ma carrière, ouais, non, mais dans ma carrière, j'en ai pris que j'ai regretté. J'ai regretté. Souvent, j'ai fait, quand bien même, j'ai pas toujours été consultant. J'ai souvent eu des postes, et j'avoue que c'est un kiff, mais ça devient dur. C'est de prendre des postes où il y a rien qui marche, et il faut faire marcher les choses. L'IT à Armacel, ça marchait pas. Je le remonte. Target, quand je suis allé à la supply chain, ça marchait pas trop mal, mais enfin, on avait des niveaux d'OTIF, c'est-à-dire de service client, qui étaient à 80%, alors qu'on aurait dû être à 92, 13, 14. Tu disais que tu n'avais jamais rien gagné, mais est-ce que c'est pas ça gagner au final ? Réussir à... J'ai jamais gagné un concours ou un prix ou un truc comme ça. Je crois que quand j'étais petit, je gagnais au bingo. Mais les jeux du hasard. Les jeux du hasard, j'ai jamais rien. Non, mais je suis nul en sport et je suis nul en jeu. C'est-à-dire, tu fais pas du tout sport. J'essaye d'en faire un peu, mais voilà, je suis pas un grand sportif, quoi. Et puis quand j'en ai fait et que j'ai fait des tournois, j'ai fait du tennis quand j'étais jeune, je gagnais pas un match, quoi. C'était honteux. Pourquoi Alors c'était honteux parce que mon père était prof de tennis et que quand j'arrivais sur les tournois, les gens se disaient ouh là là, c'est le fils à couturier. Et puis en fait, j'étais un branque, quoi. Donc je gagnais pas un match. Ils pensaient tous que tu étais trop fort. Bah ouais, parce que c'est le fils d'eux, et puis voilà, quoi. Ma petite sœur Kelly m'a vengé parce qu'elle est montée à un bon niveau. Elle a fait les circuits pro et semi-pro plutôt. Voilà. Si tu devais répondre franchement, qu'est-ce que tu détestes le plus dans notre communauté ? Dans la communauté ou dans le business ou dans la Mais tech. Si je veux répondre pas franchement, Non, réponds franchement. De toute façon. Ce que j'aime pas dans la communauté... c'est pas que j'aime pas, il y a une super ambiance et je dois avouer qu'un truc que j'apprécie, je sais que c'est pas ça la question, mais un truc que j'apprécie, c'est que dans la communauté tu as des prestataires et ils sont pas lourds, ils viennent pas te saouler à essayer de te vendre. On parle, en fait, tu apprends beaucoup de choses parce qu'ils te disent ce qu'ils font, donc des fois ça te donne des idées, tu finis par bosser avec eux, mais ils sont pas lourds, tu vois. Et des fois t'en as qui arrivent, qui sont soit nouveaux dans le métier ou qui sont des boîtes qui essayent de s'installer et que là, ils vont te saouler toute la soirée ils te spamment, quoi.
Ils te spamment quand tu as un événement et ils te spamment. Et j'ai vu, et c'est rigolo, parce que je me souviens d'une fois, il y avait un gars qui me lâchait pas et Laurent Pulling s'est arrivé. C'était Il a un de dit, nos events, un de mes events. Sûrement, t'as intérêt parce que c'est. oui, 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 non, mais c'était, je sais plus ce que un c'était TNT comme event, mais Symposium. c'est Ouais. un TNT Symposium ou un Ok. truc comme ça. Et Laurent arrive, il dit bonjour, se présente au gars qu'il connaissait pas, et le gars lui dit qui il est et d'où il vient, et Laurent, il a tourné les talons, il est parti à toute vitesse. Je me dis, oula, il doit le connaître. Et voilà, et le gars, effectivement, n'était pas depuis très longtemps. C'est maladroit ou c'est juste. C'est maladroit, comment dire, c'est maladroit parce que tu n'as pas besoin de pousser les choses. Je veux dire, si tu as un besoin, tu vas aller toi-même vers le gars. Je veux dire, en fait, le hasard veut qu'il y a 3-4 semaines, une personne beaucoup plus expérimentée de la même entreprise était à un événement, un de tes événements qu'on a fait là où ils font de la peinture et de la poterie. Là, et, en écoutant le gars et en discutant avec lui, j'ai dit, ah, on a peut-être trouvé un truc, ça se fera peut-être pas, mais du coup, il m'a donné une idée. On parlait au téléphone tout à l'heure avec un autre prestataire que je connaissais pas, que j'ai rencontré grâce à toi et avec qui j'ai travaillé et avec qui je travaille encore. Parce qu'il m'a amené, il m'a fait comprendre des choses et du coup, voilà quoi. Ça, mais le côté, pardon, je reviens sur ta question, du gars qui veut pas te lâcher, qui insiste lourdement, c'est dommage quoi. Et en plus, moi, je suis quelqu'un qui, en particulier pour les gens du Luxembourg, parce que je suis beaucoup sollicité, mais au Luxembourg, quand il y a une boîte que je connais pas, je dis bah venez, dites-moi ce que vous faites. Et puis, s'il y a un truc, on bossera ensemble. Sinon, je saurai ce que vous faites et voilà. Si tu faisais pas de l'IT, tu ferais quoi? Beaucoup. Mon métier d'avant, c'était la supply chain. Donc, j'ai travaillé comme consultant en excellence opérationnelle. J'ai toujours appliqué ce que j'ai appris dans ces métiers-là. Et avant, je faisais de la supply chain. La supply chain, c'est fun parce que c'est comme... Explique, c'est quoi la supply chain? La supply chain, c'est donc alors le terme français pour être la chaîne logistique, mais la supply chain, en gros, c'est tout ce qui est la coordination et l'organisation de la transformation donc c'est de l'industrie, de matières premières à travers la production ou des prestataires jusqu'à livrer ton client final. Voilà. Et ça, c'est fun. Souvent, la production n'est pas le responsable supply chain n'est pas responsable de production, ce qui est un peu dommage. Mais par contre, la supply chain, c'est eux qui font le planning pour dire à la production ce qu'ils doivent produire. Et c'est un boulot qui est dur parce que tu es entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire d'un côté, tu as la production, ils veulent faire un produit d'une couleur parce que du coup, ils produisent plus vite et plus productif. Et voilà. Et de l'autre côté, tu as ce qui est marketing et force de vente qui veulent... les produits de toutes les formes, de toutes les couleurs possibles, inimaginables, à livrer demain matin. Et je vais te dire un truc qu'on m'a dit récemment, peut-être que c'est ce que tu veux le dire. J'ai un copain, il bosse avec moi à Armacel, et avant, il bossait avec moi à Target. Okay. Donc, il connaît mon parcours. Et il m'a dit, je pense que dans l'entreprise, il y a 2 métiers qui sont très durs. Et il faut vraiment... une tête de bois pour faire ce genre de métier, c'est la supply chain et l'IT. Et Laurent, il a fait les 2. Et c'est vrai que c'est dur, parce que dans l'IT, tu es quand même entre le marteau et l'enclume, parce que d'un côté, tu as les utilisateurs qui veulent tout et n'importe quoi et qui pensent que l'IT, c'est magique. Et ça, je l'ai déjà mis dans une présentation à Armacel. J'ai mis une photo d'un mec avec un lapin. J'ai dit, non, c'est pas ça l'IT, quoi. C'est pas, je veux un outil, mettez-le, ça va régler tous mes problèmes. Et l'autre côté, c'est la technologie qui est pas, c'est pas de la magie, quoi. Dans toutes les sociétés, c'est souvent l'industrie. Est-ce qu'un jour il y a eu une grosse catastrophe, mis à part Armacel, Mais ça parle où il y a eu un truc à bugger, où il y a eu une grosse perte, ou une connerie qui a été faite, dont j'étais l'initiateur. Bien sûr. J'essaye de où tu dans dis où toute ma carrière. Un truc, tu as fait une bêtise. Honnêtement, non. Il n'y a rien qui me vient. Pas un truc où on a perdu. Oui. Alors en ce moment, j'ai un projet, c'est vrai, qui est compliqué, qui se passe mal, mais c'est autre chose. C'est pas. En fait, la décision que j'ai prise, que j'aurais pas dû prendre, c'est que c'est un projet qui aurait dû être conduit par quelqu'un d'autre.
Et le PDG, l'ancien, est venu me voir en me disant tu veux bien reprendre le projet. Moi qui suis bête et volontaire, j'ai dit bah ouais, ok. Et puis c'est la galère. Mais en termes d'erreurs que j'ai fait, qui a coûté, j'en ai pas quoi. Honnêtement, Donc tu parles au niveau des prestataires, est-ce qu'il y a un prestataire à qui tu aimerais plus jamais travailler? Alors honnêtement, Oui. j'ai une blacklist. Ah. J'ai une blacklist dans ma tête. Ah, elle est dans ta tête. Dans ma tête, j'ai une blacklist des gens à qui il faut, ça sert à rien qu'ils m'appellent quoi. Ils C'est à le cause savent pas. c'est la structure parce que des fois, c'est Non. des gens qui changent. Hein. Oui, tu as des gens qui changent. Alors évidemment, il y a, sans donner de nom, j'en ai un en tête par exemple sur on est vraiment en train de s'embrouiller sur un sujet alors qu'on travaille sur d'autres sujets très bien. Donc c'est pas, ils sont pas blacklistés. Puis pour le coup, je sais quelle est la personne qui nous a mis dans la mouise et qui ne fait plus partie de cette organisation. Donc voilà, c'est marrant, c'est pas la première fois que ça arrive d'ailleurs. Enfin, pas avec eux, je pensais à une autre organisation. Mais effectivement, il y a des boîtes où c'est vraiment le côté suivi. J'allais dire le côté humain, mais pas humain. Moi, c'est plutôt le côté... encore une fois, c'est peut-être un biais professionnel, mais la gestion des plans d'action, du planning, la communication. Quand tu demandes un truc et que tu le demandes 50 fois, c'est pas possible, quoi. Un prestataire qui n'est pas du Luxembourg, avec qui on s'embrouille en ce moment, pendant des mois, je lui ai dit, mais vous m'avez vendu ça, c'est toujours pas en place. Et je lui ai dit, mais c'est dans le contrat. Et au début, il me disait, mais non, nous, on fait pas ça. Bah, pourquoi vous l'avez mis dans le contrat alors? Donc, voilà, c'est un exemple. Il y a un prestataire à qui on a demandé des conseils et on s'est aperçu qu'en fait, ils n'ont pas fait le boulot, ils ont dit qu'ils ont eu n'importe quoi. Donc, il y a des gens, j'en ai pas, c'est pas une très longue blacklist si tu veux, mais. Une personne avec qui tu t'es dit, si je travaillerai plus jamais. Une personne. Une personne? Ouais. Ouais, là aussi, j'en ai plein, je suis désolé, hein, je suis un mec vraiment négatif, mais non, mais une personne. J'ai une histoire en tête à Target, justement, ça m'est arrivé. L'humain m'étonne toujours en bien et en mal, et là, on parle du mal. Donc, quand je suis arrivé là-bas, on était quand même à 80% d'OTIF, donc OTIF, c'est-à-dire en time in full, c'est-à-dire notre capacité à répondre aux commandes clients. On était à 80% et le vice-président de la supply chain de l'époque m'avait dit, t'en occupes pas, je m'en occupe, ils savent pas faire, etc. J'ai dit, ok, si tu veux. Et en fait, lui, il avait repris le truc à 85%, il l'a amené à 80%. C'est pas le but. Et donc, longue histoire, j'essaie de faire court. Finalement, il m'a tout mis sur le dos. Donc, ça m'a gonflé. Alors que je ne m'occupais pas du planning, qui pourtant est un truc fun. Je m'en suis occupé. Je suis passé de 80 à 85, de 85 à 89, 89 à 90, à 91. Si tu veux, les mecs n'avaient jamais fait 91% d'OTIF. Et la meilleure usine du groupe faisait 94%, avec 2 fois plus de stock que nous. Et cet enfoiré, mais ça, c'est ça. Donc normalement, un mec qui va de 80 à 91, tu as envie de lui dire bien joué. Et en fait, le mec a écrit un email qu'on m'a transféré, et là, je regrette qu'on me l'ait transféré. Il a écrit un mail au PDG en disant ce mec-là, en parlant de moi, il est nul, regarde, il est à 91%, alors que ceux dans l'usine d'en face, ils sont à 94%. Et là, j'ai juste halluciné, quoi. Et là, tu dis, c'est une personne, je ne travaillerai plus jamais avec. Mais il y en a quelques-uns, des trucs comme ça, voilà, ça me paraît évident, quoi. Des gens, tu te dis, waouh, c'était top. Ou des mentors que tu as eus, ou... Voilà. Mais j'en ai plein aussi. Ouais. J'en ai plein aussi. Je veux dire, mon premier vrai boss, c'était une dame qui s'appelait Marla. Elle m'a appris énormément. C'était quelqu'un très carré. C'est elle qui m'a beaucoup appris sur l'excellence opérationnelle. J'ai adoré bosser avec elle, quoi. C'était un kiff. Et tu es quelqu'un de très carré, toi? Assez, je pense. Mais alors, c'est pas... C'est-à-dire? Comme tu es très sociable, etc., c'est pas le genre de type de personne qu'on se dit, ouais, Laurent, il est très carré.
Ah ouais, alors non, au C'est pas contraire. ce que tu dégages. Mais ouais. Ah ouais, non, je suis assez au compte, mais Les couleurs, tu sais, disque là, tu sais un peu les couleurs, tu as déjà fait ouais, ce ouais, ouais, test? ouais. T'es Je sais plutôt plus, quoi, bleu, vert, je rouge? me souviens plus, honnêtement. Je peux, par contre, les couleurs, T'es enfin, analytique, t'es très analytique. mais oui, mais c'est, je vais pas parler d'Armacel, mais je vais parler à l'époque de Target, quand j'ai quitté la boîte, le patron de l'usine a décidé de faire un exercice de team building. Et moi, j'ai dit, bah, je vais pas le faire, je me casse, ça fait un peu bizarre de faire du team building. Il dit non, fais-le. Et puis on a fait un test, c'était avec les couleurs. Hmm. Et il y avait le rouge, je crois, Ouais, c'est c'était ça. Leader, leader. ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, les rouges Ouais. leader. Et après, Ouais, je sais pas comment ça s'appelle t'avais les autres. les jaunes. Les jaunes, les Ouais, machins, les ouais, trucs. ouais. Vert et Et bleu. la dame, elle donne les résultats. Et on est, je sais pas, 7-8 managers de Hmm. l'usine, quoi. Il y avait 2 rouges. Ouais, alors que c'est. Il y avait 2 rouges dans l'équipe dirigeante. Ça fait peur. Mais le plus drôle, c'est que les 2 rouges, c'était mon boss et moi. Hmm. Et moi, je partais. Et mon boss, il voit ça, il fait Laurent, tu peux pas partir, comment je vais faire? Ça, c'était drôle. Mais pour je suis carré. Alors après, j'ai un profil, parce que j'ai fait d'hôtesse, les Myers-Briggs, les trucs comme ça. Et si tu prends Myers-Briggs, par exemple, alors ça va peut-être sur. Aucune des dimensions est très forte chez moi. Ok. Je suis un peu au T'as un peu de milieu, tout. sauf, et je te jure que c'est vrai, que je suis très introverti. Et t'es un faux, oui, t'es un faux Je suis un extraverti. je suis un faux extraverti. Et, Bah, et c'est du comme coup, moi, hein. et du coup Mais ça va ah, c'est t'étonner. vrai? Ah, bah, moi, c'est pareil, hein. Les gens ne savent pas, mais. Donc t'aimes bien être par toi-même pour te Non, mais avoir de l'énergie. ouais, mais je suis un faux extraverti, quoi. Mais bon, c'est une autre histoire. Ouais. Oui, on va Ah, faire le camel sans filtre de non, Camel. non, tout le monde a Oh, si, essayé. si, on va le Ouais. faire. Et oui, non, voilà, mais je suis carré parce que c'est plus simple en fait. Moi, mes équipes, j'ai mis en place ce que j'appelle un ADI, action, décision, information. Et on note les choses. Et en plus, et on a un suivi, si tu veux. Alors, je reconnais décision, information. Quand tu t'entends bien avec les gens, tu vas pas tout noter non plus. Mais c'est quand même important. Et les actions, c'est les points qu'on doit suivre. Et on a C'est quoi, c'est un tableau que t'as? C'est une liste. Ok. Tu peux utiliser, aujourd'hui on a Asana, c'est un outil, mais tu peux utiliser Monday ou d'autres outils comme ça. C'est de la gestion de projet, mais on a un petit truc de liste et je fais ça. Et je suis ça avec mes équipes. Et pour moi, mais en fait, ça te facilite, honnêtement, ça te facilite la vie. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Et un autre truc qui est bien, ça, je sais pas si je devrais le dire, mais moi, je rigole quand je vois les mecs, peut-être ton cas et beaucoup de gens qui nous écoutent, mais les gens qui ont des boîtes mail, inbox, avec 1000 trucs pas lus, machin bidule. Moi, tu viens chez moi, dans ma boîte mail, quand je suis à 25 emails pas lus, je suis au taquet, quoi. C'est et pourquoi je parle de ça? Parce que mes équipes, je leur dis, bah, je vous paye pour être responsable, donc ne me mettez pas en copie de tous vos emails. Et je fais justement ce point avec notre ADI toutes les 2 semaines. Du coup, au lieu de m'envoyer un email en me disant j'ai une idée ou je veux parler de ça, moi, pareil, je ne l'envoie pas d'email, je le note et quand on se voit, on en parle. Et ça, c'est. Ce point-là t'aide à t'améliorer ou c'est des formations professionnelles ou tu as toujours fait ça? J'ai toujours fait ça. Oui. Et en fait, c'est des trucs que j'ai appris très tôt dans ma carrière. J'ai appris beaucoup de méthodes, si tu veux, de travail, de productivité. Et je les ai toujours appliquées. Et en fait, dans mon parcours, quand tu regardes, j'ai fait un peu pas mal de métiers différents. J'ai travaillé en IT, j'ai travaillé au marketing, j'ai travaillé en production, en supply chain. Mais à chaque fois, j'ai mis ça en place. Qu'est-ce que tu as préféré? Quel métier tu préfères? La supply chain, je pense. Ok. La supply chain. Quel pays tu préfères? Les pays où tu as été? Ah, j'ai fait pas mal de pays. J'ai mis le pied au moins une fois sur chaque continent. Je compte pas l'Arctique et l'Antarctique. De toute façon, c'est pas. Je suis Toulon, donc c'est pas possible. Déjà, le Luxembourg, c'est compliqué. Passons. Je vais me faire engueuler, mais c'est vrai. Par Le rapport à pays quoi? Tu parles du soleil? du froid, On a ouais. beaucoup de soleil. C'est vrai, faudra me dire où. Mais le pays c'est difficile parce que j'aime bien les pays un peu. Les pays où je me sens le mieux, c'est quand même des pays qui sont un peu plus éloignés. La Colombie, j'ai beaucoup aimé. C'est génial, les gens sont sympas.
Il y a une espèce d'atmosphère, et il y a pas et l'année dernière ou enfin non, en 2024, je suis allé en Inde aussi et j'avais un peu la même impression. C'est-à-dire que c'est des Mmh. pays où tu as pas mal de débrouilles, tu bien, quoi. Mmh. Je sais pas comment dire. On va parler d'un phénomène de l'IA. Ah oui, On est on est obligé d'en parler. obligé, on est obligé. Comment toi tu vois l'IA évoluer? Comment tu l'utilises au quotidien? Est-ce que tu en as peur? Est-ce que, au contraire, tu penses que c'est formidable? Euh, c'est quoi un peu ton approche au sujet de l'IA? Que ce soit dans la vie de tous les jours ou Alors au niveau j'allais te pro. dire, moi, parce que tu me dis: «Est-ce que je trouve que c'est formidable?» je regrette de ne pas avoir le temps d'en faire plus à titre personnel, parce que je me dis que si demain, par hasard, je devais, me remettre à travailler à mon compte, je suis curieux de voir tout ce que l'IA pourrait m'apporter et je pense que ça pourrait m'apporter beaucoup, que ce soit sur des outils, qui sont déjà existants ou, tu sais, que tu Mm, achètes ou que tu crées tes propres agents et mm. cetera. Je pense que ça peut être très, ça peut être formidable pour les gens comme ça, qui ont pas le temps, qui travaillent tout seuls ou des petites Mm. entreprises. S'ils passent un peu de temps pour maîtriser ça, ça peut être une forte valeur ajoutée. Pour les grandes entreprises aussi, bien sûr, parce qu'ils ont plus de moyens. La problématique, c'est que je pense que, et c'est une discussion qu'on a aujourd'hui en interne à Armacel, c'est par où on commence Mm. et c'est un petit peu c'est pareil, c'était pareil avec la digitalisation, c'est mettez un jour on m'a dit, je donnerai pas de nom: «Ah mets-nous de l'IA, ça fera notre boulot à notre place». J'avais très j'ai pas dit, mais j'avais très envie de répondre: «Bah, si ça me fait ton boulot à ta place et qu'on peut te virer, ouais, je vais le faire tout de Mm. suite». Mais ça n'existe pas Mm. et il faut partir des use cases. Il y a un article qui dit: «Ne demandez pas ce que l'IA peut faire pour vous, demandez-vous quels sont vos problèmes à régler». Et autant il y a un très gros potentiel sur l'IA, autant il faut le prendre le temps de la maîtriser et c'est ça qu'on fait pas. Et c'est un peu comme la ruée vers l'or, quoi. On Mais se, il faut tester, je pense peut-être qu'il faut tester, il faut faire des erreurs, il faut continuer alors, pour voir en fait ce qu'on peut en faire. ouais, et moi, c'est ce que je défends un petit peu comme approche. Et il y a pas longtemps, il y a l'année dernière, j'ai lu un livre sur l'IA édité par l'Harvard Business Mm. Review. Il disait ça exactement. Il disait, et c'est ce que j'ai lu récemment, c'est de dire, bah, le meilleur moyen de commencer, c'est de faire de Mm. l'expérimentation et de faire par opportunité. Mm. Il y a un moment où tu vas transformer ça en une vraie stratégie, une vraie approche, mais pour maîtriser le truc, il faut commencer par, tiens, chez nous, il y a une dame au service client qui a dit, tiens, j'ai un problème, c'est que mes vendeurs m'appellent toutes les 5 minutes pour me demander s'il y a du stock sur tel et tel produit. Donc non seulement on utilise maintenant de l'IA pour que le vendeur, euh, il appelle plus, Mm. il y a une application qui utilise de l'intelligence artificielle pour lui dire le stock du produit et dans quel entrepôt. Et en plus, on l'a fait par l'intermédiaire de ce qu'on appelle nous le Arma Digitizer, donc tout ce qui est Armacell, tout ce qu'on fait commence par Arma. Mm. Mais en gros, c'est du citizen development. Et donc cette personne, elle a développé elle-même l'appli en low code sur Power Platform. On l'a un peu aidé, c'est Mm. parce qu'on aide un peu, on les forme. Mais elle a développé le truc elle-même. On l'a aidé à mettre la couche d'IA et on a fait de la Mm. digitalisation. Et ce truc-là, ben, on pourrait le reproduire dans d'autres pays. Voilà. Et l'IA, c'est une opportunité. Et en même temps, on est obligé de dire Mm. qu'il y a des risques derrière parce que on ne maîtrise pas tout et que on n'est pas forcément capable de voir les effets qu'il peut y avoir. Ju- euh, Justement, en parlant des effets de la technologie ou ce que la technologie peut faire de mal, est-ce qu'il y a une entreprise tech dans le monde que tu aimerais bien voir disparaître? disparaître Ouais. une entreprise tech. Ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être n'importe quoi, hein. Ou peut-être tout, peut-être aucune, tu vois. Bah, c'est une question intéressante. Je pense que les réseaux sociaux, euh,
Moi, quand j'étais aux États-Unis, c'était le début de Facebook. J'étais loin de ma famille. Et j'admets que c'était bien pratique, même aujourd'hui, parce que j'ai gardé des liens très forts avec des gens aux États-Unis. C'est super de pouvoir voir, même s'il y a énormément de pubs et bon, bref. Mais ces gens-là, ils ont développé des algorithmes pour te rendre accro. Mm. On en entend parler tout le temps. Mm. Ils te rendent accro et ils ciblent comment dire, les motivations les plus basses de l'être humain. Pardon d'être philosophique, mais moi, j'ai un profil YouTube, pour le nommer. Et donc, quand je vais dessus, je vois des vidéos par rapport à ce que j'ai regardé avant. Ok, très bien. Quand par hasard, je suis sur un ordinateur où je ne suis pas connecté avec mon compte, quand je vois les trucs qu'ils me proposent, c'est que des trucs débiles, pardon, d'accidents, de gens qui se font mal ou des bêtises, quoi. Et des trucs, je me dis, mais ça, c'est leur truc de départ, quoi. Et je pense à ça aussi. Pinterest, par exemple, j'ai arrêté. J'avais Pinterest à une époque, je trouvais ça intéressant, les fringues ou des trucs de bricolage. Et donc, le système me proposait plus de trucs de bricolage. Mais peu importe ce que tu regardes, le data, tout ce qui est analyse de données, c'est très fort, comme depuis très longtemps. On parle de l'IA, mais c'est des choses qui existent depuis très longtemps. Même si toi, tu n'as pas l'impression, ils savent définir ton profil. Et donc, moi, très vite, ils vont définir que je suis homme, célibataire, de 50 ans. Arrêtez de m'envoyer des images de femmes toutes nues, quoi. J'en peux plus. J'en peux plus. Et Pinterest, j'ai arrêté parce qu'au début, je recevais les propositions, c'était du bricolage, des fringues. Puis un jour, ils se sont mis à mettre des femmes en maillot de bain. Alors que jamais sur Pinterest, je ne vais pas vous dire que j'ai jamais vu une femme en maillot de bain sur Internet, vous ne le croirez pas. Mais sur Pinterest, justement, j'avais gardé ça pour ça. Et vraiment. Pinterest a été racheté par Facebook, peut-être, tu vois. Peut-être, ouais, non, mais ouais. c'est sûr, mais c'est comme WhatsApp, etc. Mais Instagram. J'aime bien le CrossFit. Alors, à regarder plus qu'à faire, hein, et effectivement, j'ai suivi des crossfitters et plutôt des crossfiteuses. Ok, mais je sais pas, voilà. Mais quand tu vas sur le truc de recherche, Instagram ne me propose que des crossfiteuses en maillot de bain. Et là, je suis là, mais attendez, donc on cible toujours. Et tu sais à quoi ça me fait penser? Ils t'ont bien cerné. Foiré, ouais. Non, mais tu sais à quoi ça ressemble? Au fast-food. Ah, oui. Les fast-food, c'est du gras et du sucre. C'est les trucs, tu vois? Les instincts les plus basiques. Les instincts les plus basiques. Et quand tu regardes le fast-food... L'instinct, c'est basique, quoi qu'il arrive. Ouais, mais ouais. Mais on vise ça. Et je trouve ça un peu... C'est dommage parce que ça pourrait t'amener de la richesse et au contraire, on s'appauvrit. Parlant bon, tu passes de tes crossfiteuses, mais t'as des hobbies, mis à part les bonsaïs maintenant. Mis à part les bonsaïs, voilà. Alors, j'ai quelques hobbies, j'ai quelques trucs que j'aime bien faire. Je sais qu'il y en a un en particulier dont tu aimerais bien que je parle, donc je n'en parlerai pas. Non, je rigole. Oui, en période de Noël, un truc que j'aime beaucoup faire et depuis quelques années, surtout, c'est de faire ma crèche avec mes santons de Provence. Okay. Je suis devenu un peu fou de ça parce que quand j'étais petit, c'était la tradition. On faisait la crèche avec les santons. On avait une très belle... Les santons, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? Ah, les santons, ce sont des personnages, je dis petits. Il y a 2 familles principales de santons. Il y a ceux qui sont vraiment des poupées, qui font 30 cm, donc ça, c'est pas mon truc, qui sont très réalistes. Et puis, tu as ceux qui sont en... miniature ouais, qui sont beaucoup plus petits, mais qui sont en matière... c'est pas de la terre glaise, j'ai oublié le terme, mais non, c'est pas de la céramique, c'est je suis désolé, ça m'échappe, mais c'est une petite sculpture, une mini sculpture, si tu veux, et c'est peint. C'est peint. Non, ça se rapproche plus de la terre glaise. C'est plus de la poterie. C'est la même matière que tu utilises pour faire un pot de fleurs. Et c'est peint. Et tu as des personnages. Et tu as plein de personnages.
Tu as la dame qui vend du mimosa, tu as la bouchère, tu as le boulanger, tu as le meunier, tu as le chasseur, tu as le vent. Et ils en inventent en plus. Ils en inventent. Et c'est rigolo, cette année, ils en ont un. Alors, c'est des personnages anciens, Oui. si tu veux, mais ils mettent de plus en plus de personnages nouveaux. Donc, je ne l'ai pas parce qu'on m'a envoyé une photo, mais à Toulon, ma belle-mère, la deuxième femme de mon père, a acheté un rugbyman en Santon. Donc, je vais à Toulon à la fin de la semaine, je pourrai récupérer ça. Bien sûr, il y a le côté religieux avec la scène du petit Jésus. Quand j'étais enfant, je mettais. Moi, c'est pas mon truc, donc je le mets pas aujourd'hui. Je préfère les personnages, tu vois, tout ça. Cette année, j'ai acheté un personnage qui s'appelle Professeur Covid, qui est le portrait craché de Raoult. C'est trop rigolo. Ça m'a fait rire. Tu as aussi des animaux, tu peux avoir des ours, mais c'est plutôt des Il y cochons. a combien de personnages? Il y en a combien? Ah bah, il y en a une infinité. Moi, j'en ai une quarantaine pour l'instant. Une quarantaine. Et en plus, je la fais cette année. En fait, Tu la mets dans ton bureau? ma crèche familiale a été perdue. Ah. Et donc, depuis 3-4 ans, j'essaye de reconstituer une crèche. Et je m'étais dit, je vais acheter 2 santons par an. Un santon, donc il y a plusieurs tailles. Il y a, je crois, 5 cm, 7 cm, 9 cm. Moi, je prends les 7 cm. C'est important parce que si vous m'offrez des santons, c'est des 7 cm. Et moi, je m'étais dit, j'en achète 2 par an. Bon, ça fait 3 ans que j'en ai 40. Donc, j'ai pas tenu le budget. Plus, j'ai acheté un moulin, j'ai acheté des trucs, je t'enverrai la photo si tu veux le mettre en incrustation. Et en plus, cette année, j'ai acheté du papier spécial, j'ai mis du relief et tout. Donc, je me suis un peu fait plaisir. Et de la supply chain là-dedans? Ah, il y a de la supply chain parce qu'il faut... Tu réfléchis. Il faut réfléchir et puis il faut te dire mais comment je fais le truc. Ça fait 3 mois que je mets de côté des morceaux de polystyrène quand je reçois un colis pour pouvoir faire ma montagne avec mon polystyrène. Voilà. Et donc, oui, je fais ça en plus au bureau et tout le monde vient voir ma truc, soit parce que ça leur plaît, soit parce qu'ils veulent se foutre de ma gueule, mais au moins, voilà. Et je la mets au bureau parce que je passe beaucoup de temps au bureau, donc autant en profiter au bureau. On va finir par 2 questions. Tu parlais de ton bureau. Ok. Que dirait ton entourage professionnel si tu n'étais pas dans cette pièce? Ah, mon entourage professionnel. Qu'est-ce qu'elle dirait de toi? J'aimerais bien savoir. Ton assistante, par exemple. Ah, bah, elle dirait que ça dépend de son humeur, mais non, en plus, aujourd'hui, j'ai fait son entretien annuel, donc non, ça s'est très bien passé. Je pense qu'elle dirait qu'elle apprécie de travailler avec moi. Voilà. Elle m'a dit un jour, elle m'a fait un compliment un jour que j'ai beaucoup aimé. Elle m'a dit, j'aime bien bosser avec toi parce que tu tires les gens vers le haut. Voilà. C'est la meilleure des choses qu'on peut te dire. Ah ouais, ça, franchement, c'est top. Enfin, dernière question. Qui aimerais-tu voir à ta place pour un prochain épisode? T'aimerais-tu que j'invite? C'est une bonne question. J'aurais dû réfléchir un peu plus. Et ça peut être de n'importe quel... N'importe quel, mais bon, il faut que ce soit... tech. Que je puisse le... Non, mais que je puisse le faire. Hein. Ah, que tu puisses le faire. Bah oui, si tu me dis Elon Musk, ah ouais, ça va non, être parce que je voulais que tu... Bon, j'allais dire une bêtise, mais... Une crossfiteuse peut-être à non, inviter. Le PDG de Target, tiens, l'ancien boss de Target. Non. Non, ça, c'est pas une bonne idée. Zut, j'ai pas d'idée. Dans l'écosystème tech, dans notre entourage. Ah, il y a une... Mais ça tu l'as peut-être déjà fait d'ailleurs. Il y a une personne dont j'ai beaucoup entendu parler que je ne connais pas du tout, qui est l'ancienne chef de Laurent Pullings. Ah, Julie Becker. Ouais. Eh ben, sache que je l'ai invitée. Ah, et elle a dit non. Et pour l'instant, elle a dit non. Ah. Donc, on va lui faire écouter à Julie parce que c'est pas la première fois qu'on me la propose. Eh ben voilà. Merci beaucoup en tout cas. Bah, merci à toi. Ce fut un plaisir. C'était très agréable, très sympa. Très très bien. Bah, on est sur YouTube, Instagram, TikTok et on n'est pas sur Pinterest. Hein, mais, Ah non, faut pas. Et on est disponible sur toutes les plateformes. Donc, likez, partagez, commentez. Ça nous aide énormément. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau épisode de Kamel sans filtre.